Bienvenue dans une immersion totale au cœur des racines de notre sport national. Aujourd'hui, on retrace l'histoire du hockey de sa création sauvage jusqu'à la naissance de la Ligue nationale. C'est le récit d'une guerre de pouvoir et d'argent qui a fini par donner naissance à la plus grande institution du sport, le Canadien de Montréal. Le CH, c'est pas seulement une équipe de hockey, c'est le battement de cœur d'un peuple. C'est une épopée de 120 ans marquée par la gloire absolue, mais aussi par des périodes où on a passé à deux doigts de disparaître. Au cours de ce grand récit en deux parties, vous êtes actuellement dans la partie 1, on va plonger ensemble dans les entrailles de la Sainte Flanelle. On va remonter le temps bien avant que la première rondelle ne soit déposée sur la glace à Montréal. Parce que pour comprendre le Canadien et ses origines, il faut d'abord comprendre le chaos du hockey à ses débuts. Une époque sauvage où les ligues naissaient dans la rue et où le sport était une véritable zone de guerre entre les entrepreneurs. On va comprendre comment ce club est né d'un complot commercial et d'un besoin viscéral d'exister par un petit groupe de Québécois. On va décortiquer toute cette traversée qui nous amène à aujourd'hui, en avril 2026, au lancement des séries de la Coupe Stanley, avec l'alignement le plus électrisant qu'on a eu depuis des décennies. C'est le moment où le passé et le futur se rencontrent. Mesdames, messieurs, installez-vous très confortablement. Voici la première partie de l'histoire complète de la plus grande organisation de hockey au monde, le Canadien de Montréal. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai besoin de vous, mes amis. Un dossier de cette envergure-là, ça demande d'innombrables heures de recherche, d'écriture et de montage. Si vous voulez nous aider à faire voyager nos vidéos au maximum, prenez 2 secondes pour cliquer sur le pouce bleu juste en bas, laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne. C'est littéralement la meilleure façon de nous soutenir et de nous permettre de continuer à vous raconter toutes ces histoires-là qui sont passionnante. Merci énormément. On décolle. Pour bien comprendre l'ampleur du Canadien, il faut d'abord oublier tout ce qu'on connaît du hockey actuel et remonter bien avant que Montréal n'en devienne la capitale mondiale. On doit reculer à la fin des années 1800, ça commence à être très loin, un chapitre de notre histoire où le hockey sur glace venait à peine de naître. Et vous comprendrez qu'à cette époque-là, il n'y a pas une tonne d'images et de vidéos d'archives qui sont disponibles sur Internet. Donc, on va essayer de faire de notre mieux pour illustrer nos propos avec les supports visuels qui sont disponibles. Mais pour celle-là, je vous invite surtout à mettre votre imagination à contribution. Donc, à la fin des années 1800, Montréal est une ville de contraste. C'est une métropole qui est déchirée en deux par une frontière invisible, la rue Saint-Laurent. D'un côté, on a l'Ouest anglophone, riche et puissant, où les décisions se prennent dans les banques et dans les clubs privés. De l'autre, l'Est francophone, où j'habite actuellement. À l'époque, l'Est de Montréal, c'est un petit coin ouvrier dans lequel le peuple s'entasse dans des appartements de briques de bois. C'est pas très riche. C'est dans cette ville scindée que le hockey moderne va pousser son tout premier cri. Et je vous parle ici là, du premier match de hockey intérieur organisé au monde. Ça s'est passé à Montréal. Même si des versions rudimentaires du jeu se pratiquaient déjà sur des lacs gelés dans les Maritimes ou en Ontario, c'est ici, entre nos murs, que l'embryon du hockey tel qu'on le connaît aujourd'hui a été codifié. On est le 3 mars 1875 à l'Arena Victoria, une patinoire intérieure située en plein centre-ville de Montréal. Ici, on parle pas d'une simple partie dans une ruelle. On parle de l'acte de naissance du hockey tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est dans cette partie-là qu'on décide d'utiliser une rondelle en bois plate plutôt qu'une balle pour éviter qu'elle ne s'envole dans la foule. Et c'est aussi dans cette soirée-là qu'on va rédiger les premières règles officielles du sport. Le début de la partie et les remises au jeu se feront au centre de la surface. Il sera interdit d'attaquer par derrière, de faire des crocs en jambes, d'attraper par le cou ou bien encore de donner des coups de pied dans les tibias. Aucun joueur ne devra lever son bâton au-dessus des épaules. Avec un alignement fixe et un temps de jeu chronométré. C'est dans la foulée de cette soirée historique que les premières équipes de hockey commencent à s'organiser, mais elles ont toutes une chose en commun. Elles sont profondément anglophones. C'est là qu'on voit naître les Victoria de Montréal, le club de l'élite qui va dominer
dans les années 1890, ou encore le Montreal Hockey Club, les Shamrocks. Et ces clubs-là ne sont pas seulement des équipes, ce sont des institutions anglophones intraitables qui dictent les lois du jeu. Si vous êtes un Canadien français comme nous au 19e siècle, votre sport, c'est la crosse. Le hockey, c'est l'affaire des autres. Mais au tournant de 1900, après une vingtaine d'années d'une domination quasi complète du hockey par les anglophones, une transformation silencieuse s'opère dans les ruelles enneigées à l'est de Montréal. Une nouvelle génération de jeunes Québécois commence tranquillement à troquer leur bâton de crosse pour des patins à lame rudimentaires, s'appropriant tranquillement un sport qui ne leur était pas du tout destiné. Et ça, honnêtement, quand je faisais mes recherches et que j'écrivais le script, de savoir qu'il y a environ 125 ans de ça, des jeunes du quartier dans lequel j'habite présentement ont tout donné pour pouvoir pratiquer le hockey. Je ne pouvais pas savoir que ça allait créer ça aujourd'hui, en 2026. Ça sent la coupe. Cheers à nos Québécois, il y a 100 ans, qui ont poussé tout dans le même sens pour qu'on ait notre place ici. Quelle époque! C'est dans cette effervescence qu'une institution clé va voir le jour, le National de Montréal. Fondé par l'élite francophone, le National deviendra rapidement l'équipe chouchou de la population. C'est le premier club d'envergure qui permet aux nôtres, les Québécois, d'affronter les puissances de l'ouest de la ville. Mais le National a un principe sacré. Il veut rester un club de gentlemen. Pour ses dirigeants, le sport doit rester amateur et pur. On va jouer pour l'honneur du chandail et non pour un chèque de paye. Le talent commence à déborder des patinoires de ruelles, mais les jeunes joueurs québécois frappent rapidement un mur invisible. Même s'ils sont plus rapides et plus robustes que leurs rivaux de l'Ouest, ils restent des citoyens de seconde zone dans le monde du hockey organisé, avec une seule équipe francophone disponible qui, elle, décident de rester amateurs. Donc, faute d'avoir leur propre équipe professionnelle, les meilleurs talents de l'Est de Montréal sont forcés de jouer chez l'ennemi. Ils vont se retrouver éparpillés dans ces fameux clubs comme les Shamrocks ou les Victoria, où ils ne sont que des invités ou des étrangers dans leur propre ville. On dit même que certains joueurs francophones devaient camoufler leur accent québécois pour être acceptés dans les équipes. Il manquait une étincelle, il manquait un leader capable de transformer tout ce talent-là que les jeunes Québécois avaient à l'est de Montréal pour les regrouper ensemble et former une force organisée. Et il faudra attendre jusqu'en 1903 pour qu'un homme comprenne que le hockey sur glace est sur le point de devenir une business impitoyable qui pourrait enfin donner une maison à son peuple. Et cet homme s'appelle Jack Laviolette. En 1903, à seulement 24 ans, Laviolette, c'est déjà une force de la nature sur glace. Il fait ses premières armes avec le National de Montréal, l'équipe qui représente l'élite francophone, mais comme je l'ai mentionné plus tôt, cette équipe-là est encore amateur et les joueurs ne touchent pas un sou. Laviolette, lui, c'était un visionnaire. Il comprend vite que ce système-là, c'est une impasse pour des talents bruts comme le sien. Et c'est là qu'il va entendre parler d'une révolution au sud de la frontière, aux États-Unis, dans les villes minières du Michigan. Là-bas, on a balancé le concept de joueurs amateurs gentlemen à la poubelle. On paye les joueurs et on les paye cher. Laviolette ne prend même pas le temps de réfléchir. Aussitôt qu'il apprend ça, il quitte Montréal pour rejoindre les Portage Lakes, une équipe professionnel du Michigan. Ce sera un exil de 3 ans qui va absolument tout changer. Et pendant que Laviolette apprend les rouages de cette nouvelle industrie aux États-Unis, les ligues et les équipes du Québec, qui sont pour la plupart, elles, amateurs, commencent à paniquer en voyant leurs vedettes quitter vers le sud pour rejoindre des équipes américaines qui payent. Le Canada, qui était le berceau du hockey, était en train de se vider de ses plus grands talents au profit des mines du Michigan et de la Pennsylvanie. Quelques années passent et on arrive en 1906. Les présidents d'équipes montréalaises et canadiennes n'ont plus le choix. S'ils veulent garder leur monde et éviter que le hockey ne disparaisse ici, ils doivent briser les tabous et commencer à payer leurs joueurs. Et c'est exactement le signal que Jack Laviolette attendait pour revenir au bercail. Mais à son retour à Montréal, Jack se frappe à une mentalité de Québécois qui n'a pas beaucoup évolué. Le National de Montréal, le club le plus intéressant dans lequel Laviolette aurait naturellement pu s'installer pour
bien gagner sa vie et 2, jouer avec des francophones, prend une décision radicale. Il refuse catégoriquement la vague du professionnalisme et de payer ses joueurs. Pour l'élite conservatrice qui dirige le National de Montréal, le hockey doit rester une activité où l'on joue pour l'honneur sans aucune histoire de salaire. Mais Jack, lui, qui a une mentalité de professionnel ayant joué 3 ans aux États-Unis et qui refuse de patiner gratuitement, se retrouve devant un mur. Les seules équipes qui acceptent de sortir leur chéquier à Montréal sont toutes anglophones. Il est donc forcé de se vendre à l'ennemi pour pouvoir vivre de son talent. Il va donc signer avec les Shamrocks de Montréal, un club irlandais. La plus grande star francophone du hockey ici porte le trèfle irlandais, simplement parce qu'il n'existe aucune organisation professionnelle capable d'offrir un toit aux nôtres, à nos Québécois. On arrive alors en 1909. Montréal est sur le point de devenir le théâtre d'une guerre de pouvoir sans précédent pour le contrôle du hockey au pays. 2 ligues rivales se sont formées. D'une part, on a la CHA, la Canadian Hockey Association, et de l'autre, on a la NHA, le National Hockey Association. Les 2 ligues se déclarent une guerre pour s'approprier le monopole du hockey montréalais. C'est un combat de titans où 2 visions s'affrontent. D'un côté, la CHA représente l'establishment, le passé et la tradition, et de l'autre, la NHA, une ligue visionnaire qui vient tout juste d'être fondée par Ambrose O'Brien, représente l'avenir, l'argent des mines et une ambition sans limite. Ambrose O'Brien, l'homme que je viens de nommer ici, va être très important dans notre histoire. C'est un millionnaire ontarien qui œuvre dans le secteur des mines d'argent et des chemins de fer. Avec 2 ligues rivales qui voient le jour simultanément à Montréal, le chaos s'installe assez vite dans les vestiaires. Les propriétaires et les joueurs doivent prendre une décision déchirante. Rester fidèles à la tradition ou suivre l'odeur de l'argent frais. C'est une véritable partie de poker où chaque équipe mise son avenir sur le camp qu'elle croit être le plus solide. Le National de Montréal, l'équipe francophone chouchou de l'Est de la ville, choisit son camp et rejoint la CHA par loyauté envers les institutions en place et leur mentalité conservatrice. Pour Ambrose O'Brien, le multimillionnaire ontarien qui vient de lancer la NHA, c'est une gifle monumentale. Il se retrouve avec une ligue puissante, mais aucune équipe pour représenter les quartiers francophones, là où bat le cœur populaire de Montréal. O'Brien est furieux. Il veut à tout prix pirater l'audience du National en créant une équipe qui parle la même langue qu'eux, mais avec les moyens financiers d'un empire pour représenter sa nouvelle ligue. Ce climat électrique nous mène au 4 décembre 1909, devant les portes de l'hôtel Windsor à Montréal. C'est dans une chambre enfumée de boucans de cigarettes sur la rue Peel que O'Brien et son associé Jimmy Gardner convoquent l'homme qui a tout vu, Jack Laviolette, qui porte à ce moment les couleurs des Shamrocks de Montréal, je vous le rappelle. C'est une situation explosive parce que les Shamrocks font partie de la CHA, la ligue rivale que O'Brien veut rayer de la carte. En étant présent dans cette chambre d'hôtel-là, Jack Laviolette est en train de préparer une trahison qui va ébranler les fondations du hockey montréalais. Le deal que Ambrose O'Brien va lui proposer ce jour-là est brutal et purement commercial. Jack, on te donne l'argent, on te donne les pleins pouvoirs, mais tu as 30 jours pour nous bâtir un club composé uniquement de joueurs francophones sous un nom qui va frapper l'imaginaire. Le Club de hockey canadien. L'objectif d'O'Brien à ce moment-là n'a absolument rien de patriotique. Il veut simplement détruire la ligue rivale en lui volant son public cible. Mais pour Laviolette, c'est la chance d'une vie, c'est le projet qu'il attendait depuis son retour du Michigan. C'est l'opportunité inespérée d'utiliser l'argent d'un empire ontarien pour ramener les meilleurs joueurs français et les rassembler enfin sous une seule et même bannière. C'est ainsi, dans l'urgence absolue de cette chambre d'hôtel, entre 2 signatures sur un coin de table, que l'embryon du Canadien de Montréal est officiellement né. On ne sait pas encore à ce moment-là, mais Montréal vient de changer à tout jamais. Laviolette ressort de l'hôtel Windsor avec une mission quasi impossible. Il est désormais le premier joueur, le premier entraîneur et le premier recruteur d'une équipe qui n'a même pas encore de chandail et surtout qui n'a même pas encore de joueurs. La course contre la montre la plus folle de l'histoire du sport québécois vient officiellement
de commencer. Jack sort de l'hôtel Windsor avec des chèques en blanc, mais une pression monumentale sur les épaules. On est en plein mois de décembre, les trains sont ralentis par la neige et Jack doit parcourir des centaines de kilomètres afin de dénicher des joueurs, des perles rares. Il cible immédiatement son complice de toujours, l'homme qu'on surnomme Cannonball, et j'ai nommé Didier Pitre. Pitre, c'est une force de la nature. Il a un lancer frappé si violent qu'il terrorise les gardiens de l'époque, qui n'ont pas de masque, je vous le rappelle. Mais là, on a un problème, parce que Pitre a déjà donné sa parole au National de Montréal. Alors Jack Laviolette va sortir un argument de taille à notre ami Didier Pitre, un chèque de 1100 $ pour la saison. Ouh. À une époque où un ouvrier gagne à peine quelques dollars par semaine, 1100 $, c'est une fortune que personne ne peut refuser. Là. Alors Didier Pitre va signer pour le club de hockey canadien sur le champ, provoquant le premier grand scandale de l'histoire du club. Pendant que la presse et les journaux s'enflamment sur le vol de Pitre, la Violette s'enfonce dans l'ombre pour débusquer les soldats de sa future légion. Il va aller chercher Edward Newsy Lalonde à Cornwall, un marqueur né qui a déjà roulé sa bosse dans l'Ouest. Pour garder les buts, il va recruter Joseph Katarinich, un ancien joueur de crosse qui possède des réflexes foudroyants et qui deviendra plus tard un des copropriétaires du club de hockey canadien. Il convainc aussi des gars comme Georges Poulain, un patineur ultra rapide, et Arthur Bernier, un attaquant robuste qui n'hésite jamais à jeter les gants pour protéger ses coéquipiers. Les premiers goons. La Violette va jouer sur la fibre identitaire. Il explique à tous ces joueurs-là qu'ils ne seront plus seulement que des pions dans des équipes anglophones, mais les piliers d'une institution qui leur appartient. C'est une opération de séduction massive qui va se dérouler dans les salons, dans les gares de train et dans les tavernes de l'Est de la ville. En moins de 3 semaines, il réussit l'exploit de rapatrier tous les talents nécessaires. Ce ne sont plus seulement des athlètes, ce sont des pionniers qui acceptent de sauter dans le vide avec Jack pour prouver que les francophones peuvent dominer sur la patinoire. On arrive au 5 janvier 1910, une date qui devrait être gravée partout, un peu partout au Québec. Dans l'est de la ville, l'aréna Jubilé est entourée d'une foule nerveuse qui piétine dans la neige. À l'intérieur, 3000 spectateurs s'entassent dans une structure de bois qui craque sous le poids de l'histoire. Soudain, le silence se fait, puis une explosion de bruit déchire l'air. Jack Laviolette sort du vestiaire suivi de ses hommes. Les gars ne portent pas encore le chandail rouge iconique, mais un chandail bleu profond avec un large C blanc sur la poitrine. C'est la première fois que le public voit cette image du club de hockey canadien. À ce moment-là, ce n'est plus une simple rumeur dans les journaux ou un projet secret dans une chambre d'hôtel. Le club de hockey canadien existe et il s'apprête à se battre pour son honneur contre les Silver Kings de Cobalt. Apparemment que le match a été d'une violence incroyable. Malheureusement, vous comprendrez qu'en 1910, on n'a pas d'image, mais c'est un baptême de feu où chaque mise en échec a l'effet d'un coup de tonnerre dans l'aréna. Au terme d'une lutte épique pour ce premier match à vie, le club de hockey canadien l'emporte 7-6. La foule est en délire. En une seule soirée, ces hommes ne sont plus des mercenaires ou des exilés. Ils sont devenus les symboles d'un peuple francophone qui vient de comprendre qu'il a enfin sa propre équipe de gladiateurs. La légende vient officiellement de prendre son premier souffle. À ce moment-là, la véritable obstacle sur la route de Jack Laviolette et ses hommes, ce sont les Wanderers de Montréal. Pour comprendre l'impact des Wanderers, il faut s'imaginer l'élite anglophone de l'époque. Riche, influent et surtout intouchable sur la glace. À ce moment-là, c'est très embryonnaire le hockey. C'est un sport qui ressemble à un Far West de ligue qui naissent et meurent chaque hiver. Mais les Wanderers, eux, sont une constante. Ils sont la dynastie régnante du hockey avec 4 Coupes Stanley remportées entre 1906 et 1910 dans les ligues qui ont précédé ce grand conflit entre la NHA et la CHA. La suite du récit est une succession d'événements qui s'enchaînent à une vitesse folle, forgeant peu à peu l'identité de ce qu'on appellera plus tard la Sainte Flanelle.
L'automne 1910, lors de la réunion annuelle du NHA, deux représentants d'un club athlétique de Montréal, M. Adolphe Lecourt et M. George Kendall Kennedy, sont présentés à la réunion annuelle du NHA pour demander une franchise de hockey. D'abord, un peu plus tard en 1910, George Kennedy, un homme d'affaires montréalais redoutable, rachète le club pour seulement 5 000 $. C'est lui qui sécurise le nom, impose le logo du CH et choisira les couleurs bleu, blanc, rouge. W. Kennedy. Quelques années passent après le rachat de George Kennedy. On est en 1916 et là, le Canadien, ce n'est plus seulement un projet. C'est une machine de guerre, portée par le légendaire gardien Georges Vézina, d'où on a notre aréna à Chicoutimi, le centre Georges Vézina. En 1910-11 aussi, marque l'arrivée du premier grand gardien but de l'histoire du Canadien de Montréal, Georges Vézina, qui arrive de Chicoutimi et qui va connaître une carrière longue et fructueuse avec le Canadien de Montréal. Le Canadien remporte sa toute première Coupe Stanley de l'histoire. Le Québec a enfin ses champions. En 1917, l'ambiance devient toxique dans les bureaux du hockey professionnel. Les propriétaires des autres équipes ne supporte plus un certain Eddie Livingston. Ça, c'est le patron des Blue Shirts de Toronto. Livingston est perçu comme un homme arrogant qui multiplie les poursuites judiciaires et les coups bas contre ses propres partenaires. Plutôt qu'essayer d'expulser Livingston, ce qui serait légalement très complexe, George Kennedy et ses alliés décident de frapper un grand coup. Réunis dans une chambre de l'hôtel Windsor, on dirait que c'est toujours là où les grandes décisions se prennent, ils choisissent de saboter leur propre ligue, la NHA, pour en créer une nouvelle sur le champ. Et elle s'appellera la Ligue nationale de hockey, la LNH. La manœuvre est une mesquinerie géniale parce qu'ils vont inviter dans la LNH toutes les équipes sauf les Blue Shirts de Toronto, l'équipe à Livingston. Il va donc se retrouver seul, propriétaire d'une équipe dans une ligue qui n'existe même plus. Et c'est sur cette base de chicane de taverne que l'institution la plus prestigieuse du hockey mondial vient de naître. Mais cette nouvelle ère commence par un véritable cauchemar. En 1919, la grippe espagnole frappe la planète et s'abat sur les équipes en finale de la Coupe Stanley. Le virus s'invite dans les vestiaires et va terrasser les joueurs les uns après les autres. C'est la seule fois de l'histoire où la Coupe Stanley ne sera pas remise, le virus ayant été plus puissant que le sport. Et la grippe espagnole ne pardonnera pas. La maladie va emporter le défenseur Joe Hall et va frapper durement le propriétaire George Kennedy. À peine quelques mois plus tard, en avril 1920, l'Aréna Jubilée, la maison du Canadien dans l'Est, est complètement ravagée par les flammes. Un incendie immense. En une seule nuit, le club perd tout ce qu'il possède. Son toit, ses équipements, ses archives. George Kennedy, qui était déjà affaibli par la grippe espagnole, ne se remettra jamais de ce dernier coup dur. Il s'éteindra finalement en 1921 après une longue lutte avec la grippe qu'il aura contractée 2 ans plus tôt. George Kendall Kennedy, au mois d'octobre 1921, décède des séquelles de la grippe espagnole et c'est son frère Frank Kendall qui s'occupe de sa succession. Frank Kendall vend le Canadien pour un montant de 11 000 $, aux 3 mousquetaires du sport, Léo Dandurand, Joe Katarinic et Louis de Tourneau. Et cette négociation et cette vente-là a été orchestrée par Cecil Hart, qui représente les 3 mousquetaires. Sans patron, sans argent et désormais sans domicile fixe, pour plusieurs, c'est la fin du voyage. La plus belle aventure du sport québécois est au bord du gouffre. Et c'est à ce moment critique qu'un trio d'investisseurs montréalais décide de jouer le tout pour le tout. Léo Dandurand, Louis Letourneau et Joseph Katarinic rachètent le club à la veuve de George Kennedy pour 11 000 $. Pour Joseph Katarinic, ce n'est pas seulement une simple transaction d'affaires, c'est un retour aux sources. Il est l'un des pionniers de l'équipe et il a même été gardien pour le club de hockey canadien à leur première saison en 1910. Ce sera donc ces 3 véritables passionnés qui vont prendre les commandes du club pour s'assurer qu'ils ne disparaissent pas. Leur première mission est brutale, trouver une nouvelle maison permanente à l'équipe. En 1924, il voit sortir de terre une structure massive au coin des rues Atwater et Sainte-Catherine, le Forum de Montréal. Ironiquement, ce temple-là n'est pas construit pour le Canadien, mais pour leurs rivaux anglophones de l'élite,
les Maroons de Montréal. Le Canadien n'y est qu'un simple locataire jouant dans l'ombre de l'équipe de l'Ouest, et pendant que les Maroons, eux, attirent la haute société, le Canadien, lui, consolide sa base populaire et ouvrière. Mais la Grande Dépression des années 30 vient presque tout rebriser. L'argent se fait très rare, les partisans ont du mal à s'acheter des billets pour aller voir les Canadiens, et les coffres du club se vident à vue d'œil. On se retrouve donc en 1935 et à ce moment-là, le Canadien touche le fond. Les propriétaires sont à 2 doigts d'accepter une offre pour déménager et vendre l'équipe à Cleveland. Montréal est sur le point de perdre son club de hockey au profit d'une franchise américaine. Une mobilisation de dernière minute et l'arrivée de nouveaux investisseurs va sauver l'équipe de justesse. Finalement, en 1938, coup de chance pour le Canadien, les Maroons de Montréal s'effondrent. Le Canadien reste donc le seul survivant et le maître incontesté du Forum de Montréal. Le décor est enfin planté, le temple appartient aux partisans francophones de l'Est. Mais il manque une étincelle pour rallumer la flamme de l'équipe. Et cette étincelle, elle arrive en 1942, sous la forme d'un jeune homme de 21 ans qui s'apprête à changer l'histoire du Québec. Son nom? Maurice le Rocket Richard. Quelle époque! Les amigos, c'est ce qui conclut la partie 1 du récit de l'histoire du club de hockey canadien du CH des Habs. Il y a tellement de choses à raconter, il y a tellement de péripéties là-dedans. On termine sur l'arrivée de Maurice Richard. On est très conscient que les 30 à 40 premières années du club sont parsemées de passages super complexes à comprendre avec les changements de ligue, les rachats et tout. Mais on a quand même fait du mieux qu'on pouvait pour simplifier ça au maximum et essayer que ce soit clair pour tout le monde. Fallait absolument expliquer tout ça, même si c'est un peu complexe, pour comprendre d'où on vient, afin de savoir où on s'en va. La partie 2 arrive dans 7 jours et c'est là qu'on va tomber dans ce que vous connaissez probablement le mieux, la grande dynastie. Tu sais, Maurice Richard arrive, après ça c'est Jean Béliveau, Guy Lafleur, Patrick Roy, Sakou Koivu, Plekanec, Markov, et c'est là que le Canadien devient l'équipe la plus légendaire de tous les temps. D'ici la semaine prochaine, profitez des séries à fond, on a l'équipe la plus folle qu'on a eue depuis des décennies. Merci à Xavier pour l'édit de Dingo. Vous pouvez aller le follow ici sur Instagram. Il a mis énormément de travail sur ce montage-là, autant que j'en ai mis sur l'écriture et la complexité de blocs Lego, de faire en sorte que tout s'emboîte bien. N'oubliez pas de mousser la vidéo aussi, ça fait trop plaisir de voir les moussaillons arriver. Vous êtes exceptionnels. Merci de votre écoute. Mettez-vous bien. On se voit dans 7 jours pour la partie 2. Lock-in, plateau, signing off. Quelle époque!